Bonsoir. Alors, en ce moment, moi, ce que j'écris, c'est un roman dont le concept est d'être tout public. C'est un roman, attention, sans trop de décès, ni trop de violence, ni trop de scènes sexuelles atroces, etc. Dans ce roman que j'écris, en ce moment, eh bien, tout est dans la mesure. Les scènes bien senties, le dosage du psychologique. Du coup, logiquement, dans les premières pages, on voit un mec se promener dans la forêt avec son chien. La scène se passe à la fin de l'hiver. Le mec se promène dans le froid avec son chien et une femme court vers lui. La femme s'approche, elle est très agitée et elle dit au mec: « Monsieur, s'il vous plaît, venez m'aider. Mon enfant est coincé dans la maison, j'arrive pas à le décoincer. » Hop, ni une ni deux, le mec accompagne la femme. Ils arrivent à sa maison, qui est en fait juste au bord de la forêt, juste à la bordure, à la lisière de la forêt. Le jardin n'est pas entretenu du tout. Il y a de la végétation parasite partout, des mauvaises herbes, etc. Et surtout, plein de désordre, des vêtements, des objets en tout genre, éparpillés sur ce qui était avant une pelouse. Et tout ce désordre a l'air d'y être déjà depuis un bon bout de temps, vu que le tout commence déjà à pourrir. Et quand on lit ces pages, on sent vraiment l'odeur du pourri de ces vêtements nous monter à la gorge. On se demande vraiment dans quelle histoire on est occupé à se faire embarquer là en ce moment. La femme s'excuse du désordre et ouvre la porte de la maison. Il y a de la mousse verte un peu partout sur les châssis. Elle ouvre la porte et fait rentrer le mec. À l'intérieur aussi, plein de désordre. C'est très impressionnant. La femme s'excuse encore et explique que son enfant est coincé en haut, dans le grenier, dans une armoire qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Bah. Alors il monte des étages, et encore des étages. Il y a des vêtements et des objets qui traînent dans les escaliers. La femme dit vaguement au mec de pas trop regarder le désordre, mais qu'elle s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne dans la maison, etc. Finalement, après plusieurs volées d'escalier, ils arrivent enfin dans le grenier, et là, la femme dit: « Et alors ? Où est mon enfant ? Où est l'armoire ?» En effet, le grenier est quasiment vide. On voit rien, pas d'armoire, pas d'enfant, rien. Elle dévale les escaliers pour voir s'il n'est pas un peu plus bas. Et là c'est très beau comme scène. Parce que, en descendant, elle s'emmêle les pinceaux et tombe de tout son long. Elle se pète royalement la tronche dans les escaliers. Ce qui est vraiment très beau, c'est que la chute lui brise le nez et que du coup, elle saigne vraiment fort.
Et tout ce sang sur son nez donne vraiment bien dans l'histoire, parce que la femme est très belle, et le bruit de la fracture est vraiment beau, vraiment poétique. Et d'ailleurs, à l'aide de machines qui retranscriraient le tout en notes, ça ferait, à mon avis, à l'aise une symphonie. La fille est toute sonnée à cause de sa chute, mais elle se relève, elle saigne fort, mais fait visiter toute la maison comme ça au mec, et au passage, elle se prend encore des trucs, des portes, des fenêtres, etc. dans la tronche. Elle trébuche sur plein de machins et de bidules qui traînent un peu partout, et genre, quand ils arrivent dans une chambre d'enfant avec plein de doudous éventrés étalés par terre, elle dit « Ah non, ici, il sera sûrement pas. Purée, où est-ce que cette armoire avec mon enfant dedans peut bien se trouver ?» Alors, cette disparition reste tout de même le grand point d'interrogation de tout le début de l'histoire. Et c'est prétexte à pas mal de clowneries. On cherche l'armoire. Pardon, dit-on comme ça dans le livre. Pardon, vous n'auriez pas vu une armoire qui appelle sa maman. Il fait assez froid vu qu'on est à la fin de l'hiver. Et du coup, ça fait atmosphère spéciale dans la forêt avec le soleil d'hiver. Mais la question principale, c'est la question de l'armoire et de l'enfant à l'intérieur. Alors, la femme jure souvent que c'est vrai, qu'elle a vraiment un enfant et vraiment une armoire, etc. Et quand le mec lui demande où est le père, elle le regarde comme s'il était idiot et lui dit « Bah il est mort, tiens. » Sous-entendu, qu'est-ce que tu crois, pauvre type ? La disparition de l'armoire prend des plombes. L'enquête piétine. La fille, avec son nez pété, sert à boire. Et resserre à boire. Et finalement, ils s'endorment dans la cave. Le lendemain, il se rappelle plus de grand-chose, évidemment. Sauf que le mec a du sang de la fille sur lui, ce qui laisse évidemment supposer que, etc. Alors là, comme c'est le matin, du coup, ils ont faim. Le mec propose d'aller acheter des hamburgers au McDonald's qui est là, un peu plus loin, sur la chaussée, de l'autre côté de la forêt. Ok, je viens avec toi, dit la fille, toujours mouchoir à la main et la main au nez. Elle crève de mal, mais ça fait rien. Et les voilà qui traversent la forêt, direction la bouffe du McDonald's. Dans la forêt aussi, l'enquête piétine. Il se passe rien. On voit juste deux corps marcher dans la forêt. L'une qui saigne du pif avec son mouchoir dessus. Et le mec qui regarde autour de lui, les mains dans les poches. Paf! Il regarde tellement autour de lui qu'il se pète la tronche dans un trou. Ses fringues sont toutes salopées. Et c'est du coup vraiment une fine équipe qui se pointe acheter des hamburgers au McDonald's. Il se pointe et commande à manger. Il s'installe à une table et morde dans les hamburgers. Et juste à ce moment-là, la fille dit « Merde, il y a un endroit où on n'a pas regardé, c'est dans le puits de la cave. Merde, j'espère que cette armoire se trouvait pas près du puits de la cave, qu'elle n'a pas basculé dedans. Merde, putain merde, j'ai un pressentiment que c'est ça. » Elle se lève et quitte le restaurant. Le mec emballe vite fait les restes de hamburgers pour la route. Et là, il fonce à travers la forêt, en courant, et en bouffant leur hamburger en courant, pour prendre des forces pour le futur de l'histoire. Alors la course dans la forêt est cocasse, vu qu'ils se pètent au moins 2-3 fois la tronche dans des trous. Et du coup, ils se retrouvent avec de la sauce ketchup un peu partout sur leurs vêtements, ce qui donne pas mal, avec tout le sang déjà étalé un peu partout la veille à cause du nez de la fille.
Et quand ils arrivent près du puits, et qu'ils repêchent l'armoire qui était effectivement tombée dans le puits, eh bien, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas complètement mort. Détrempé, en hypothermie totale, etc., mais pas complètement mort. La mère le prend dans ses bras, le serre très fort et pleure beaucoup, ce qu'il a fait pas mal saigner du nez. Le mec monte faire du feu dans la cheminée en brûlant des choses en bois qu'il trouve éparpillées à gauche à droite et propose son restaurant de hamburger au gamin. C'est là d'ailleurs dans l'histoire qu'on apprend que l'enfant est un garçon. L'enfant essaye de manger, mais il tremble tellement qu'il dit « Je crois que je vais mourir ». « Ben non, tu vas pas mourir, qu'est-ce que tu racontes ?» Lui répond sa mère, toujours à pisser du sang, le nez cassé. « Si, je risque de mourir si vous me laissez ici, près du feu. J'étais bien dans l'eau tiède de la cave, dans l'armoire. J'étais très bien, là. » Le fils de la femme est retransféré, du coup, là où il l'avait trouvé. Le corps gris, complètement délavé et à moitié mort, est replacé dans son armoire, qui, elle, flotte dans le puits tiède gris de la cave. Et voilà. Évidemment, la femme pleure beaucoup. Ils remontent pour se servir un coup à boire. Ils avalent quelques verres, puis le mec dit « Bon, bah je vais y aller, moi. Je prends ma canne et mon chapeau et j'y vais. » Ça tourne en rond, cette histoire. Il sort. Il pleut. Le sol s'affaisse un peu partout autour de la maison. Et du coup, il s'enfonce assez fort dedans. Il s'enfonce d'ailleurs tellement que toute une partie du sol finit par s'écrouler. Blam! Il se retrouve dans les caves de la maison, avec un paquet de boue sur lui, sur ses vêtements déjà pleins de taches de sang, de sauce et de boue. Alors du coup, comme il y a eu tout de même une grosse onde de choc, ça a des répercussions sur le trou dans lequel croupit le gamin. Paf! Le puits lâche, se déchire, inonde les caves, et résultat, on voit comme ça les deux corps nager dans l'obscurité de la cave complètement délabrée parmi les poutres et les objets. Alors là, le mec de l'histoire commence à en avoir ras-le-bol. Et on le voit hurler, toujours dans l'eau et parmi les débris de cave, de jardin et d'objets en tout genre. Le mec gueule, il hurle comme ça, il dit Putain, mais quel bordel cette maison. J'ai jamais vu un bordel pareil, moi, putain. T'es un bon gars, toi. Il se prend des coups de poutre dans les côtes. Il y a même un clou qui lui perfore le poumon. Ça commence tout doucement à virer dans le glauque pour lui. Son chien arrive pour le sauver, mais il glisse sur le bord du trou, tombe dans l'eau de la cave et finit par se noyer après quelques minutes. La femme arrive aussi et court chercher une corde pour tenter de sauver tout le monde, mais manque de bol, à cause de la pluie de plus en plus violente, il y a un nouvel affaissement de terrain. Tout un autre pan de terre s'écroule dans le trou de la cave et finit par y emporter la femme. Le gamin pleure, parce qu'il est coincé entre des poutres et le chien mort. Sa mère essaie de venir l'aider, mais elle se déchire la robe et la peau à des clous qui dépassent. Le mec continue de brailler, et c'est vraiment impressionnant à cause de son poumon perforé. Cette scène-là, qui est une scène charnière du livre, dure pas mal de pages. Parce que le but, c'est quand même d'installer une ambiance un peu sombre,
un peu triste. Une ambiance qui tend plutôt vers le tragique. Surtout que Surtout que Surtout que Surtout que Surtout que que pendant toute cette scène, la pluie continue de tomber, encore et encore, pendant toute la journée, toute la soirée, et une bonne partie de la nuit. Vers les 3-4 heures du matin, par contre, on assiste à un changement d'atmosphère. Un gros vent chaud et gras se lève, balaye les nuages et installe un beau ciel plombé d'étoiles, vraiment bien grosses, bien grasses, ce qui évidemment est très impressionnant vu du trou gorgé d'eau, de poutres et de bordel flottant dans lequel les 3 victimes se trouvent. La femme a perdu beaucoup de sang et délire complètement. Elle balbutie des trucs incompréhensibles, tandis que le mec et l'enfant ont l'air d'être endormis, plus ou moins pendus ou accrochés à des clous enfoncés dans des poutres. Le temps passe, et le soleil se lève gentiment. Une belle journée commence, et c'est presque printanier comme atmosphère, puisqu'on entend même quelques oiseaux chanter. Ce qui fait se réveiller les 2 endormis et se calmer la belle femme avec son nez cassé. Ils se mettent à discuter de comment se tirer de ce mauvais pas. Ils discutent et spéculent. Les discussions prennent beaucoup de temps vu que personne n'a vraiment de réponse satisfaisante à fournir par rapport au pétrin dans lequel ils se trouvent. Ils discutent, ils spéculent. Et ce qui se passe, c'est qu'ils spéculent tellement qu'ils n'entendent pas qu'au niveau du rez-de-chaussée, donc sur la surface de la terre au-dessus d'eux, eh bien, il y a un événement qui se déroule. Ce qui se passe, tout bonnement, c'est que
C'est qu'une foule gigantesque de réfugiés du tiers-monde vient d'arriver par convoi entier et que cette foule a décidé d'installer son campement juste dans le jardin complètement délabré de la femme en question. Alors après un temps, le mec, la femme et son fils finissent par comprendre ce qui se passe. Ils entendent les réfugiés discuter entre eux, pendant qu'ils ramassent les vêtements éparpillés un peu partout dans le jardin. Et ce moment-là est très beau dans le livre, parce qu'on suit la scène depuis le sous-sol, avec des bruits de cordes dans l'eau, des poutres qui se cognent, etc. Et avec, en surimpression par rapport à ça, des discussions à propos de fringues tenues par les filles coquettes réfugiées qui comparent leurs tenues et se font des compliments. Le tout, évidemment, avec un accent exotique hyper sensuel. Et une fois ce temps assez court passé où tout le monde essaye de trouver les vêtements à sa taille, eh bien, tout ce beau monde décide d'organiser une grande fête, là, sur place, sur la place de leur nouvel an, endroit de camp. Alors, les enfants ramassent du bois dans la forêt, les femmes vont ramasser des poubelles dans la ville qui est un peu plus loin, et les hommes essayent de tuer quelques écureuils et quelques biches pour qu'il y ait tout de même quelques trucs frais à manger. La fête s'installe tout doucement, on entend qu'ils allument des feux, qui se mettent à chanter et à jouer au tam-tam, et petit à petit, le sol se met à trembler à cause des rythmes de plus en plus effrénés de la fête. Alors du coup, évidemment, les 3 victimes coincées au sous-sol craignent un nouveau glissement de terrain et hurlent pour qu'on vienne les sortir de là. À cause du bruit de la fête, personne n'entend quoi que ce soit. Et ce qui est assez drôle, et en même temps très poétique, c'est que les gens qui doivent se soulager la vessie ou les intestins viennent le faire, tout naturellement, au-dessus du trou donnant sur la cave. C'est très beau, très poétique et très drôle vu d'en bas, puisque les seules parties des corps des gens du tiers-monde que l'on voit, ce sont leurs postérieurs et leurs parties génitales, qui font dépasser du bord du trou pour y déféquer ou pour y uriner. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on se rend compte que ce livre est vraiment un livre tout public. Puisque ces convois de réfugiés, il y a des êtres humains de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les tailles, de tous les gabarits, et tout ce petit monde vient se soulager dans le dit trou,
sans se rendre compte un seul instant du drame qui s'y déroule. Les bruits et les tremblements, les chants et les rigolades de la fête durent toute l'après-midi et presque toute la nuit, et avec eux, le défilé de postérieurs et de parties génitales en tout genre et toute espèce. Les 3 victimes ont beau crier, hurler au secours, personne ne les entend. Tout le monde est occupé à chanter, à danser et à manger de la viande d'écureuil ou de biche cuite sur le feu, accompagnée de morceaux de fromage, de légumes ou de fruits trouvés dans les poubelles de la ville. Mais la situation finit par se débloquer pour les 3 victimes au moment où le mec, le protagoniste principal de l'histoire, qui dans le livre se fait appeler Fredo, la situation finit donc par se débloquer au moment où Fredo a une idée lumineuse. Son idée, c'est de se saisir d'une vraiment très longue tige en métal, une sorte de tuyau qu'il avait réussi à arracher d'un pan de mur complètement délabré, qui lui était tombé dessus un peu plus tôt dans l'histoire. Fredo se saisit de cette tige, de ce tuyau, et ce qu'il fait, c'est qu'il guette la venue du prochain postérieur qui viendra se pointer au-dessus du trou. Alors, on le voit attendre comme ça, tout tremblotant, coincé entre des poutres et des débris de cave, le poumon perforé, avec sa tige de métal à la main. Alors finalement, un postérieur finit par se pointer, et là, le hasard veut que qui vient se soulager au-dessus du trou, eh bien, une des plus ravissantes jeunes filles de toute la colonie des réfugiés, accompagnée de l'amoureux qu'elle vient justement de rencontrer lors de la fête en question. Alors, dans le livre, ce passage-là prend un peu de temps, vu qu'il faut tout de même que je retrace l'histoire de cette fille, qui vient du Nord Kivu au Congo et qui a subi là-bas, malheureusement, des sévices sexuels atroces, vraiment très très atroces. Je raconte tout ça, de façon plus ou moins métaphorique, bien sûr, quand il s'agit de rentrer dans certains détails particulièrement pénibles, particulièrement peu supportables. Puis, Fredo met son plan à exécution. Il manie sa tige en métal, son morceau de tuyauterie, de telle façon que l'extrémité vienne à toucher le postérieur de la fille. Cette scène prend beaucoup de temps vu que le mec n'est plus très en forme. Après avoir passé tant de temps, le poumon perforé dans cette eau et cette cave, et vu aussi que la tige n'est pas spécialement facile à manier dans toutes ces poutres et ces détritus. Mais finalement, son plan marche. Il arrive à toucher la fille qui du coup se met à hurler de frayeur, vu que ça lui rappelle des souvenirs sordides. Le fait que ses parties génitales soient touchées par un objet en métal. La fille hurle. Son amoureux, qui mâchait un cure-dent un peu plus loin et qui est manifestement d'origine albanaise, se rue vers l'entrée du trou et se met à tirer au hasard un peu partout dans le trou. La fête s'arrête net. Les fêtards s'attroupent au bord du trou pour regarder ce qui se passe. Et là, arrive ce qui devait arriver, puisque le poids de tous ces gens provoque évidemment un nouveau glissement de terrain. Bardaf, la foule des badauds, dont la plupart s'étaient couchés sur le ventre au bord du trou pour mieux voir, se trouve tête la première au sous-sol du jardin, dans l'eau de la cave, parmi ses propres excréments, les morceaux de jardin écroulés, les poutres, et surtout, les corps à moitié morts des protagonistes du début de l'histoire. C'est la fin de la nuit. Le temps que tout le monde reprenne ses esprits, le soleil se lève. Ce qui est assez poétique, puisqu'on voit comme ça des corps complètement sonnés et s'extirper du trou, pendant que, au même moment, paf, le soleil apparaît de derrière les arbres de la forêt où l'histoire se déroule. Il y a malheureusement quelques décès, notamment l'amoureux albanais qui, en tombant, s'est empalé sur le tuyau en métal de Fredo. En tombant, ce con n'a rien trouvé de mieux que de vider son revolver au hasard autour de lui, comme si ça allait changer quelque chose, et a tué 3 enfants innocents.
À ce moment-là de l'histoire, je profite de l'occasion pour raconter l'histoire des 4 décédés, donc de l'Albanais et des 3 enfants, dont 2 étaient des filles d'une ex-prostituée cambodgienne, et le 3e était un ancien enfant soldat du Nigeria. Je leur écris chaque fois une sorte d'oraison funèbre qui prend chaque fois pas mal de pages dans le livre. On les enterre un peu plus loin dans le jardin. Et à part ces 4 décès, l'affaire du glissement de terrain se termine plutôt bien, puisque tous les autres corps, donc y compris ceux des 3 protagonistes, sont extirpés du trou, sains et saufs. Bon voilà, je crois qu'on va arrêter là. Merci.